Bonjour et bienvenue dans Sous-sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on commence par ce qui est le commencement et la fin. Ce par où tout émerge, le sol, l'humus, la terre. On plonge dans tout ce qui grouille, ce qui gratte, se décompose et se recompose. Pour ce second épisode, on redescend sous terre avec les lombriques et les bactéries, mais aussi avec Perséphone, Hadès et les divinités chthoniennes. Nous marchons tout bonnement sur un mystère. Laurie Barra, sémiologue et chamane. Le sous-sol, c'est un objet de mystère. C'est une sorte de miracle que cela nous tienne, que le sol nous nourrisse, et puis nous récupère aussi quand nous défaillons, quand nous tombons. Et toutes ces caractéristiques du sol, au fond, sont très maternelles. Ça explique qu'on soit parvenus un peu partout sur la planète, nous autres les hommes, à cette métaphore de la terre-mère, qui est la garante des cycles de renaissance. Nous vivons un peu comme des nouveau-nés accrochés à leur mère, et nous vivons au rythme de sa respiration, que sont les saisons. Alors, qu'est-ce qui naît de cette mère? Qu'est-ce qui naît de l'humus? Du sol, ce qui naît se dresse, tout ce qui sort se dresse, va vers la lumière, que ce soit des tiges, des troncs, des plantes, tout ça se dresse. Et nous autres humains, conscients, qui observons autour de nous la nature, nous identifions tous ces êtres dressés, verticaux, à des individus, à des pères, parce qu'ils sont dressés comme nous autres, bipèdes. Donc nous les voyons comme des individus. En fait, ce que nous voyons, au fond, ça n'est rien d'autre que la partie charnue d'une grande organisation invisible, qui, elle, se déroule sous le sol. Donc ce qu'on voit et que nous qualifions d'individus, au fond, ça n'est jamais que les organes visibles de cette organisation. Donc on voit l'organe qui produit les spores, c'est les champignons, on voit l'organe qui produit le pollen, et ce sont toutes les plantes à fleurs, les organes digestifs que sont les insectes, et même très prosaïquement, les organes à déjection fertile que sont les mammifères auxquels nous appartenons. Donc c'est comme si la structure microscopique du sol nous faisait signe en se faisant plantes, arbres, insectes ou champignons. Mais tout est relié par le sol, dans le sol. Donc quand on parle des plantes et des insectes, c'est assez facile d'accepter l'idée. On perçoit visuellement le lien entre ces êtres et le sol, parce que ce lien, il existe, il est physique, il est réel. Il s'appelle racine, ou il s'appelle rhizome, ou mycélium, puis même un scolopendre ou un ver, ça continue à s'enfoncer, à ressortir, à replonger dans le sol. Le lien avec le sol, on le voit tout de suite. On sait que tout ça vit en symbiose aussi. Et puis alors du coup, ces créatures, certaines se déplacent un peu, se tordent, rampent, d'autres beaucoup moins. On sait aussi que certaines de ces vies sont même accrochées ensemble et finissent par s'associer en devenant des espèces d'existences transverses où on ne sait plus très bien qui est qui. C'est par exemple ce qu'on appelle la mycorrhize dans le sol, c'est-à-dire cette fusion incroyable qui s'opère à un moment donné entre le mycélium des champignons et les racines des plantes, en fait, et qui deviennent à un moment donné tellement fusionnées que c'est le même corps, c'est le même être. Donc dans l'ensemble, le sol, c'est une vaste association à bénéfices réciproques, c'est une vaste symbiose. Et on sait que ces symbioses, elles sont très très anciennes dans l'histoire de la vie. La plus vieille mycorhize, elle a été découverte sur un fossile qui est vieux de 400 millions d'années.
Alors, on peut quand même se poser la question de savoir s'il existe une conscience de l'individu dans le sol, hein, à ce niveau-là de l'existence. Quand on sait qu'il y a plus d'1 million d'individus par gramme de sol, 1 million d'individus par gramme de sol, hein, des insectes, des araignées, des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes, des vers, des mollusques. Bon, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'individus? Alors, bon, pour le psychanalyste Jacques Lacan, par exemple, l'individu, le mot individu, il sous-tend une indivision. Il y a quelque chose qui ne peut pas se diviser dans l'individu. Et ben pour Lacan, c'est une création du capitalisme, cette notion d'individu. C'est une illusion. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'est un sujet. Un sujet, par définition, par nature, il est divisible. Hein, au moins entre conscient et inconscient, dit la psychanalyse. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un individu? Ben, c'est pas si évident que ça. Le biologiste, il va dire un individu, ben, c'est ce qui est indivisible. C'est quelque chose qui est original, ça veut dire qu'il n'en existe pas deux identiques. Et puis, toutes ces parties sont solidaires, interdépendantes. Et chaque partie coopère à la vie de l'ensemble. C'est intéressant, mais si on suit la définition du biologiste, alors on pourrait dire que ça correspond à la définition qu'on se donne de la société. Hein. Toutes les parties interdépendantes qui coopèrent à la vie de l'ensemble, c'est ce que le sociologue appelle une société. Donc si l'un et l'autre, société et individu, sont équivalents, ça pose des questions. En tout cas, ce qu'on appelle un individu, c'est pas si clair que ça. On dirait plutôt que c'est un phénomène au cours duquel, à un moment donné, quelque chose a l'air d'être plus séparé des autres. C'est intéressant cette expression « avoir l'air ». Avoir l'air, ça veut bien dire que c'est dans l'air autour de lui que ça se joue, que cela apparaît. C'est-à-dire qu'il y a l'air autour de lui qui le sépare du reste. Il est vu d'ailleurs, d'une certaine distance, par un autre, capable de le voir aussi. Et cet autre, il apparaît de fait en même temps. Hein, il n'y a pas d'autre, si je ne suis pas là, moi, pour l'appeler un autre. Donc l'altérité, c'est un espace d'air entre un regardant et un regardé, un minima. Mais du coup, dans le sol, en est-il de même? Y a-t-il assez d'air pour avoir l'air de quelque chose dans le sol? Alors, pour se percevoir certainement, mais pour se percevoir comme un individu, ou pour percevoir l'autre comme un individu, peut-être, mais peut-être pas. Hein. Il se peut que le sol soit un être collectif, qui se perçoive comme une seule entité. Ce qui est sûr, c'est que dans le sol, le mouvement d'individuation, de séparation, il peut s'inverser. C'est encore une fois la mycorrhize. Dans la mycorrhize, on était deux, et puis tout d'un coup, on devient un. Donc l'individuation, c'est bien l'affaire de la surface, c'est pas tellement l'affaire du sol. Hein, l'individu, c'est une affaire d'être mouvant, de détachable. C'est une invention. Nous autres, les mouvants, les détachables, les humains donc, que nous sommes, les animaux plus largement, nous oublions que nous sommes des émergences du rhizome. Nous oublions que bouger, c'est une exception dans le monde du vivant. C'est une sorte de stratégie secondaire en quelque sorte. Donc oui, nous sommes, malgré notre mobilité apparente, nous sommes attachés au sol. Et ce, au moins par deux chaînes indéfectibles que sont d'une part la gravité, et puis d'autre part la chaîne alimentaire. Parce que, bon, c'est vrai qu'on se déplace plutôt bien sur le plan horizontal, mais nous faisons certainement partie aussi de ce qui tombe, de ce qui reste, de ce qui finit irrémédiablement par s'enfouir et disparaître. On finit toujours par retourner au sol, quoi. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se mentir, on sera forcément digéré, on sera forcément retourné au sous-sol. Alors c'est sûr que c'est un peu inquiétant, le sous-sol on l'associe aux enfers.
Pourtant, on pourrait aussi voir le sol comme une espèce de home sweet home, hein. On passe notre vie à chercher à tisser des liens relationnels de bénéfices réciproques avec les autres humains, hein, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations amoureuses. Et pourtant, nous sommes terrifiés à l'idée de retourner à l'état symbiotique. Pourtant, le sous-sol, il nous garantit l'éternité, hein. C'est le principe même de la fonction de recyclage de la planète, de la Terre. La Terre, c'est une grande machine à recycler de l'atome. Nos atomes, ils se défont de nous, ils retournent à l'inerte, au sous-sol. Mais il existera un jour où quelque chose de nous sera recyclé dans une nouvelle vie, en croissance. Alors combien de fois nos cellules ont-elles déjà vécu ce processus ? Il était une fois un atome de carbone. Celui-là, là, qui est dans l'un des poils de ton bras. Avant d'être dans ton poil, il était déjà dans ton corps à ta naissance ailleurs. Mais mieux, il était présent dans l'ovule de ta mère quand il a été fécondé. Ta mère avait capté cet atome en absorbant une molécule de dioxyde de carbone qui volait dans l'air lors d'une promenade à la montagne. Cette molécule était dans l'atmosphère terrestre depuis près de 2000 ans, depuis que le Vésuve l'avait recraché lors de la terrible éruption du 24 août de l'an 79. Avant ça, ce carbone avait macéré pendant des centaines de milliers d'années dans le magma souterrain. Il était arrivé dans ce magma après un voyage de plusieurs millions d'années depuis la surface de la Terre. Il venait de la décomposition d'un diplodocus. Bon, ce diplodocus avait avalé ce carbone présent dans une algue. Alors forcément pour nous, le sous-sol, c'est un objet de mystère obsessionnel, hein. Alors il y a un mot pour décrire ça, c'est le mot mystique. C'est ça, la mystique, c'est la science des objets de mystère obsessionnel. Alors tout cela explique le grand nombre de cultes qui sont liés aux divinités chtoniennes, aux divinités du sous-sol, hein, chez tous les hommes, dans toutes les cultures de la planète. Alors chez les Grecs par exemple, il y a Hadès, le dieu des enfers, il y a Perséphone, sa femme, Déméter, la déesse des moissons, qui est absolument une déesse du sous-sol, hein, dans sa version fertile. Il y a aussi Iakos, qui est une version chtonienne de Dionysos, c'est-à-dire une figure des tréfonds de l'être, hein, des instincts, de la sexualité, de ce qui est enfoui dans l'homme. Alors Perséphone, par exemple, donc on sait qu'elle est la fille de Déméter, déesse de la croissance des plantes, et l'épouse d'Hadès, le dieu des enfers. Alors, le mythe est connu, il raconte qu'elle partage son temps entre sa mère à la surface, durant le printemps et l'été, et son mari dans le monde souterrain, l'hiver. Alors ce mythe, il explique l'alternance des saisons, il explique la fertilité du sol au printemps par la joie de Déméter de retrouver sa fille. Mais il y a probablement quelque chose d'autre dans ce mythe, quelque chose de plus profond et de plus discret. Alors justement, puisqu'on parle de mystère, il existe depuis des temps très reculés dans la ville d'Éleusis, en Attique, à quelques kilomètres d'Athènes, un culte très important que l'on appelle les mystères d'Éleusis. Et c'est un culte mystique, justement, c'est-à-dire que c'est une cérémonie d'initiation très ancienne, probablement d'origine préhistorique, au cours de laquelle était révélée aux initiés une vérité sacrée sur la nature des divinités chtoniennes, sur les divinités du sous-sol. Déméter, Hadès, Perséphone, Dionysos. Et alors ce culte, il a connu une aura incroyable pendant des siècles, hein, jusqu'en Égypte, jusqu'en Inde même. On pense que Platon, Sophocle, Aristote, Épicure, Plutarque, Cicéron, ils auraient tous été initiés au mystère d'Éleusis, hein, excusez du peu. Et l'enseignement secret qui était révélé pendant cette initiation, il a été très bien gardé, hein. Les historiens savent peu de choses sur ce qui se déroulait pendant ces mystères d'Éleusis, mais on a quand même quelques éléments, et puis ça ne nous empêche pas de réfléchir et d'imaginer. Alors qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il était dit dans certains textes qui sont demeurés depuis que les initiés, à travers cette expérience, n'avaient rien à apprendre et tout à recevoir. Voilà.
C'est une formule qui est historique, qui est restée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'agit de réveiller quelque chose chez les initiés, de les mettre dans un état d'éveil de conscience. On sait aussi que l'initiation commençait par des rituels illustratoires, c'est-à-dire des rituels de purification par l'eau. Et dans toutes les cultures, la purification par l'eau, elle sert à enlever le superflu, les vieilles peaux, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis ensuite, on sait aussi que le rituel se poursuivait par le sacrifice d'un petit cochon de lait, et que le rituel faisait aussi intervenir la peau du bélier. Alors on a ces deux animaux, le cochon de lait et le bélier. Et ça aussi, ce sont des symboles connus. On sait que le cochon de lait, comme l'agneau par exemple, représente l'esprit naissant, l'esprit renaissant éventuellement. Et le bélier, au contraire, c'est une image de l'esprit en lutte, de l'esprit qui lutte contre la réalité, qui lutte dans sa vie quotidienne, etc. Et donc, il s'agit dans ce rituel, à travers l'évocation de différentes formules, de venir reprogrammer cet esprit trop jeune pour s'en sortir tout seul, ou cet esprit trop en lutte pour s'en sortir tout seul. En fait, on va venir le sacrifier, on va venir le purifier, et on va venir le reprogrammer. Ensuite, on sait que les impétrants, les initiés, venaient boire dans un récipient qui s'appelle le kikeon, qui est donc un récipient rituel, une boisson à base de blé. Alors, il y a des hypothèses qui ont été faites et qui sont assez sérieuses, qui proposent que probablement la boisson en question était à base de blé fermenté, contaminé par l'ergot du seigle, qui est une substance connue pour ses effets hallucinogènes. On a découvert des représentations gravées des mystères d'Éleusis où on voit clairement l'épi de blé contaminé. Donc c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse sérieuse. Donc on peut imaginer qu'il s'agissait d'un rituel qui utilisait une plante hallucinogène, on dira plutôt antéogène, c'est-à-dire qui met en contact l'esprit avec le divin. C'est ça que ça veut dire, antéogène. Mais si on s'en tient juste à l'épi de blé, l'épi de blé moissonné, puisque c'est le symbole qui est dessiné sur le kikeon, l'épi de blé coupé, c'est encore une image de cet être vertical de l'individu, de la tige fauchée. L'image de l'individu fauché. On coupe au pied l'image de l'individu séparé des autres. C'est ça l'épi de blé. C'est une image de l'individualité. Puis ensuite, on sait aussi que le rituel faisait intervenir un rituel de hiérogamie. Alors, c'est quoi la hiérogamie ? Ça veut dire l'union sexuelle sacrée. On imagine que ça se passait probablement entre un prêtre qui portait ce qu'on appelle le génos, c'est-à-dire un costume qui figure la lignée royale. Le génos a donné le gène, c'est-à-dire le patrimoine humain. Et puis le roi, symboliquement, c'est le stade le plus élevé de l'humain. Donc le prêtre, il représente cette humanité royale, dans ce cas-là de plus élevé. Et puis de l'autre côté, il y a la prêtresse de Déméter, qui elle figure la dimension divine. Donc à travers cette union sexuelle sacrée, on figure l'union de l'humain et du divin. Alors comment ça se passait ? On ne sait pas exactement. Tout ça est resté très secret. Enfin, je vous laisse imaginer de l'autre côté. On peut imaginer plein de choses. On sait aussi qu'à un moment particulièrement crucial de la cérémonie, on faisait sonner une cloche. Et ça, la cloche, elle existe aussi dans beaucoup de traditions, et elle a un peu toujours la même signification, c'est-à-dire l'ouverture par la vibration du son du canal entre le plan humain et le plan divin. Donc ça figure, comme dans l'église, par exemple dans l'église catholique, la descente de l'esprit. Bon, donc le mystère d'Éleusis, c'est une histoire d'éveil de la conscience et de transcendance. Donc, l'histoire, c'est l'histoire
d'humains qui viennent dépasser leurs conditions d'humains. Alors qu'est-ce qu'elle pouvait bien leur raconter, Perséphone, à ces humains à propos de leurs conditions humaines? Eh ben, si on revient à son mythe, si on revient au mythe de Perséphone, eh ben, Perséphone, c'est le mouvement perpétuellement répété entre l'élévation vers la surface, hein, c'est le moment où elle retourne à sa mère, où elle s'élève vers le printemps, vers la lumière, et un autre mouvement qui est le retour à son mari, à Hadès, aux enfers, c'est-à-dire le retour à l'hiver, le retour à l'ombre, au sous-sol. Bon, tout ça c'est une métaphore, hein, c'est un mythe, donc c'est à prendre au second degré. Ça décrit les saisons, bien sûr, mais ça décrit autre chose. Ça décrit quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'humain, bien sûr. Quelque chose de subtil. Vous vous doutez bien que Platon, Épicure et Plutarque, ils n'étaient pas venus là pour qu'on leur explique le cycle des saisons. Hein. Et donc en nous, il y a ce quelque chose qui monte vers le ciel, qui se spiritualise, et puis il y a quelque chose qui fond, qui se désagrège, hein, dans le même temps. Donc ce que nous dit Perséphone, c'est peut-être qu'il faut à tout prix laisser mourir le corps, hein, le laisser retourner à l'humus, si on veut que l'esprit s'élève, et que tout ceci, ben, ça ne se passera pas qu'une seule fois. Que cette élévation et qui se double donc d'une dégradation, et ben, elle va s'accomplir un nombre infini de fois. Parce que tout ça est inscrit dans le cycle de la vie, dans le cycle éternel, dans un hors-temps. Voilà. Donc, accessoirement, vous comprenez maintenant aussi pourquoi toutes les spiritualités du monde utilisent le feu comme outil d'élévation spirituelle. Est-ce que vous percevez la puissance du symbole de la bougie? Il y a quelque chose qui monte, la flamme, la fumée, hein, tandis que la cire, la matérialité, fond et retourne au sol. C'est ce que l'alchimie appelle l'œuvre au noir. Donc ce qui brûle, ça n'est jamais rien d'autre que notre ego, c'est-à-dire l'illusion d'être un individu séparé du reste du monde. L'individu n'est qu'un état temporaire entre l'état de la matière et l'état divin, qui est notre nature véritable.